Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussil, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Et la situation épidémiologique est stable depuis plus d'1 an maintenant. On compte tout de même 145 nouveaux cas cette semaine, avec un taux d'incidence de 38,5 et un taux de positivité de 6,1. Les chiffres sont très bons. 2 personnes sont tout de même placées en réanimation et 1 personne est décédée sur la période. Et on enchaîne avec le premier séminaire Gyn Caraïbes, une rencontre qui a pour vocation d'informer les professionnels de santé aux actualités et innovations dans le domaine de la gynécologie et de l'obstétrique. Regardez. Alors Gyn Caraïbes, c'est un congrès de formation continue en gynécologie obstétrique que nous avons mis en place. C'est la première édition cette année, en espérant qu'elle puisse être renouvelée les années suivantes. L'idée, c'est de mettre en place une formation, un congrès médical de formation qui intéresse l'ensemble des professionnels de la santé de la femme, que ce soit les médecins, les sages-femmes, les médecins généralistes, les médecins spécialistes. Et on a pour objectif finalement de balayer tous les pans, tous les éléments de la gynécologie obstétrique pour apporter l'actualité, les formations de base et uniformiser les connaissances sur le territoire. Là, c'est un congrès national qui s'est déplacé, qui est venu chez nous, qu'on a un peu anti-anisé parce qu'on a mis des sujets qui nous intéressent. Et comme la population est métissée, on peut retrouver chez la même personne plusieurs types de maladies. Donc on a une pathologie très particulière chez nous. Et c'est important de se voir, de se former pour justement prendre ces pathologies en charge. C'est pourquoi je vous dis que même si les pathologies n'ont pas changé de nom entre l'Hexagone et ici, mais l'évolution n'est pas la même parce que le terrain sur lequel évoluent ces maladies n'est pas le même. C'est une satisfaction d'accueillir le premier Gyn Caraïbes, mais pour le département en tant qu'institution, c'est aussi un honneur dans la mesure où, par la PMI, le service de protection maternelle et infantile, nous prenons santé des familles et des enfants, notamment des femmes enceintes et des enfants de plus de 6 ans, jusqu'à 6 ans. Et aujourd'hui, le conseil départemental, dans sa politique de santé, je dirais, accompagne donc ce projet, ce congrès, parce que nous avons toute notre place, dans la mesure où nous sommes, comme on le dit, la politique de toutes les solidarités. Et c'est vrai qu'accompagner les femmes enceintes, accompagner les jeunes, les grossesses, les IVG que nous avons sur notre territoire, reste une priorité pour le conseil départemental. Le format est mixte, on a 3 jours de formation assez intensive. Tous les matins, on a 2 sessions plénières de 90 minutes avec entre midi et 2 un symposium et l'après-midi des ateliers en parallèle pour pouvoir rentrer un peu plus dans les pratiques de tous les jours. Et le soir, une session à 17h30 pour terminer la journée. Donc un programme assez riche, combinant à la fois des formations théoriques, des ateliers pratiques et des discussions autour d'un café avec l'ensemble des professionnels de santé. Et à l'heure où le gouvernement exige plus d'efforts de la population en allongeant la durée de cotisation pour les retraites, la question de la répartition des richesses se pose de nouveau. Depuis 2020 et l'aubaine Covid, les 1% des plus riches ont capté 63% des richesses produites au niveau mondial. Des super profits dont les salariés de la caisse d'épargne voudraient bien bénéficier, malgré un résultat net de plus de 200 millions d'euros en 2021 et 2022, soit le double des chiffres réalisés en 2020. Le groupe bancaire refuse tout de même de donner satisfaction à ses employés. Ces derniers sont mobilisés depuis hier pour réclamer une prime à la hauteur de leur performance. Le reportage. Aujourd'hui, nous sommes face à un employeur qui a engrangé les bénéfices, même pendant la période du Covid. Donc en 2021, 200 millions de résultats nets comptables. En 2022, 207 millions de résultats. Et aujourd'hui, nous sommes dans une impasse lors des NAO 2023
avec un refus de récompenser le personnel. Donc les propositions de la direction ne permettent pas d'avoir une récompense satisfaisante au niveau du personnel. Et depuis hier, nous sommes mobilisés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la mobilisation elle est sur l'ensemble des territoires de l'entreprise. La Réunion, le sud de la France, la métropole, la Guadeloupe, la Martinique, les îles du Nord et la Guyane. Donc aujourd'hui, le personnel attend à ce que son travail soit récompensé à une juste valeur par rapport au sacrifice et à l'engagement qu'il y a eu pendant les 2 dernières années. Aujourd'hui, la direction locale n'est pas concernée par les NAO puisque tout est décidé à notre siège de Marseille. C'est eux qui décident. On a des représentants qui sont sur place, sur la table des négociations. Mais la mobilisation a été générée justement par, je dirais, un refus de la part de la direction de prendre en compte les demandes des collaborateurs suite aux investissements. Je dirais même pas de l'année écoulée, mais je dirais depuis quand le Covid a commencé, depuis 2020. La Caisse d'épargne, c'est une banque engagée auprès de ses clients. Elle a été ouverte, elle a été disponible. Elle a toujours permis aux clients pendant cette période Covid d'être reçus, de pouvoir avancer dans leurs projets. Et ça a continué en 2021, en 2022. Et tout cela a découlé des chiffres très intéressants, puisque comme disait mon collaborateur syndical tout à l'heure, on a eu des résultats nets de plus de 200 millions qui ont été réalisés, qui sont des chiffres historiques. Alors je dis qu'à un moment, la direction doit se rendre compte de l'investissement de ses salariés et doit faire les choses comme elles doivent être faites par un employeur dans une structure aussi importante qui est la Caisse d'épargne. Tous les territoires d'outre-mer sont concernés et ils ne lâcheront pas l'affaire parce qu'on a l'impression que là, on commence à descendre à un niveau de mépris. Après nos renseignements, il y a quelques agences ouvertes, mais ça reste marginal. Comme vous le voyez, la majorité des collègues est mobilisée et même ceux que vous ne voyez pas là, les agences sont fermées. Et à Marseille, nous avons des retours de nos collègues syndicalistes qui nous expliquaient que vraiment toutes les agences sont fermées et tout le monde est réuni à la place Estranger qui est le siège de la CEPAC à Marseille. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes dans un contexte économique difficile avec la guerre en Ukraine et ses impacts sur le coût des matières premières qui a fait augmenter le prix de toutes les denrées alimentaires et autres. Nos salaires n'augmentent pas, nous ne suivons pas l'inflation. Et nous avons en face de nous une direction qui fait la sourde oreille parce qu'ils ont les moyens de récompenser les salariés. Encore une fois, je répète, et comme l'ont très bien dit mes 2 collègues, ce sont les résultats du travail, des efforts consentis pendant la période Covid et après par les salariés qui ont permis à la direction d'aujourd'hui se vanter d'avoir fait les meilleurs bénéfices de toutes les caisses d'épargne. Donc il serait juste qu'ils redistribuent un peu aussi envers ceux qui ont été méritants. Un reportage réalisé par Olivier Félix. C'est noté que l'Institut Oxfam France a calculé que seulement 2% de la fortune des milliardaires français suffirait à financer le déficit attendu des retraites, qui s'élèverait approximativement à 10 milliards d'euros par an. Et au lieu de taxer 47 personnes, eh bien, le gouvernement fait le choix donc de prendre 2 années de vie supplémentaires à 30 millions d'actifs. Une réforme des retraites qui est donc rejetée par plus de 70% de la population. Nous sommes partis à votre rencontre savoir ce que vous en pensez. Le reportage. Qu'est-ce que vous pensez de la mobilisation de la retraite pour demain? Les gens qui sont déjà à la retraite, ça allait, mais pour la nouvelle génération, il n'y a plus d'avenir, il n'y a plus rien. Je suis à 3000 à l'heure pour. C'est un peu la goutte d'eau là, avec la réforme des retraites. Et ça fait tellement longtemps que ça va pas. Il était temps que quelque chose se passe. Il faut que la population se réveille quand ils ont des choses à revendiquer. C'est tout à fait normal. Par rapport à l'augmentation du nombre d'années qu'on a travaillé en plus, pour moi, c'est pas juste. Moi, je suis déjà en retraite. Mais moi, je pense que le gouvernement, ils exagèrent un peu. Pour moi, c'est très juste. Parce que 60, 64 ans, 4 ans de plus, c'est trop. 62 ans pour ça causer. Et maintenant, tout le monde gueulait. Et puis maintenant, là, je trouve que 64 ans, 67 ans, je crois. 64 ans. Non, mais je trouve que c'est un peu loin quand même. À cet âge-là, est-ce que tout le monde pourra travailler? À 50 ans, les gens sont déjà fatigués. Et ça dépend du métier, je pense. Moi, quand j'ai arrêté la retraite à 60 ans, j'avais déjà assez comme ça. Je ne pouvais rien faire encore. Ça dépend du métier. Il y a des personnes qui sont assises toute la journée et il y a d'autres qui se forcent pour travailler. Alors, je ne pense pas que c'est une très bonne idée. Il y a des trucs qui se passent en Guadeloupe qui n'est pas trop bon, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui
sont obligés de manifester pour ça, tu vois. Donc voilà, et moi je suis pour. Et puis c'est une façon aussi, je pense que c'est la mobilisation est très importante, encourager d'autres professions à se mettre en grève aussi. Et comme on dit, renverser la table. EDF a décidé d'intensifier le mouvement. Ils vont également se mobiliser par rapport à cette réforme, en plus des revendications qui sont déjà mises en place. Est-ce que tu es pour ou contre les coupures d'électricité? Je suis contre, c'est toujours le peuple qui est pris en otage. Je suis contre. Qu'est-ce que les personnes malades, par exemple, qui ont besoin pour leurs machines, pour leurs soins, etc. Peu importe les foyers lambda, on a besoin de ça. C'est toujours nous qui sommes pris en otage. Ils ont le droit de manifester pour faire leurs revendications. Mais cette forme de revendication, ce sont toujours les mêmes qui souffrent. En Guadeloupe, c'est comme ça. Pour avoir un droit, il faut se mobiliser, il faut manifester. Ça me gave. Malheureusement, pour une entreprise comme EDF, c'est la population qui est prise en otage. Parce qu'il y a des gens malades aussi, tu vois, qui sont sur oxygène et tout. À chaque fois, pour couper ou pas couper, c'est des gens, tu vois, parce qu'il faut changer des gens qui sont malades aussi, tu vois. Donc moi, je suis contre ça. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour arranger leur situation qui est déjà, entre nous, plutôt pas mal par rapport à la majorité? C'est vrai que ça peut déranger le consommateur. Et moi, personnellement, je suis un consommateur aussi, je suis chez EDF. Mais si on n'oppose pas cette opposition, ce rapport de force, rien ne va bouger. Non, je suis contre. Je serai toujours contre. Barrer le chemin, prendre le peuple en otage, je suis contre. Il y a d'autres moyens de faire les choses. C'est vraiment pour montrer que le mécontentement, et je pense qu'ils auraient pu s'arranger normalement. Pas d'agressivité, calmement, et puis on n'arrivera pas jusque-là. Non, mon courant de l'eau, il faut nous dire ça. Ça, c'est la base. Ça, c'est une base. Je pense qu'il serait intéressant, surtout que nous, Guadeloupéens, on s'organise pour pouvoir, pas rentrer dans de l'autonomie, mais surtout qu'on puisse s'organiser à la gestion de notre propre énergie, notre consommation énergétique, puisque ça devient de plus en plus primordial. On a la géothermie en Guadeloupe, on a la géothermie, donc on aurait pu miser dessus. Je trouve dommage qu'on ne puisse pas exploiter convenablement les différentes ressources que nous avons déjà, nous, par exemple le soleil aujourd'hui, les différentes ressources, on va dire déjà naturelles et autres. Voilà. Dossier de la géothermie, un dossier sur lequel Olivier Servat, le député donc de la première circonscription guadeloupéenne, est en train de se pencher sérieusement, et il vise justement à permettre aux Guadeloupéens d'accéder à l'actionnariat des sociétés qui sont en charge donc d'exploiter la ressource géothermique ici en Guadeloupe. Parlons maintenant de l'enseigne de grande distribution Auchan qui s'installe sur notre territoire. Une arrivée rendue possible grâce à un solide partenariat entre le groupe et Xavier Beltus. Regardez. C'est un projet qui est plutôt très ambitieux. Avoir effectivement la chance de représenter l'enseigne Auchan qui était juste là, jusqu'à présent, pas du tout présente sur notre île. Donc c'est une certaine satisfaction, mais la satisfaction en fait elle est double parce que derrière il y a un vrai projet de développement, développer justement l'enseigne sur tout le territoire de la Guadeloupe. Nous sommes extrêmement fiers de l'ouverture de ces deux magasins en Guadeloupe, donc l'ouverture du magasin d'Antares et le magasin de Dorville. Alors on pourrait se poser la question pourquoi nous avons mis autant de temps à arriver sur cette belle île de Guadeloupe. Tout simplement il nous fallait trouver le bon partenaire. Le partenaire qui partage nos valeurs et un partenaire qui avait un projet qui nous donnait envie de venir. Et donc voilà, ce partenaire c'est Xavier Beltus. Bien évidemment, les valeurs qu'il partage sont proches des nôtres. Il a du sang d'entrepreneur qui coule dans les veines, c'est un commerçant et bien évidemment ça nous parle énormément chez Auchan. En reprenant des immeubles à Dalcia, Bémaro, que l'opportunité s'est présentée en fait. Il était bien orienté, bien axé. Et donc j'ai cherché des projets qui conviendraient, qui allaient cocher pas mal de cases. Et étant fournisseur de la grande distribution depuis 18 ans maintenant, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans ce secteur et amener de la nouveauté, de l'innovation. On a déjà découvert les produits Auchan.
qui sont totalement différents et qui aujourd'hui ne sont pas présents sur l'île de Guadeloupe. Et puis, dans tous les cas, la vision d'Auchan, c'est de promouvoir la bonne alimentation et bien évidemment de promouvoir les produits locaux, les produits guadeloupéens, les produits fabriqués sur place. Et donc, Auchan favorise ça, la bonne alimentation et la consommation des produits locaux. On assoit vraiment notre modèle sur les métiers de la bouche aussi, en ayant dans chaque supermarché une boucherie traditionnelle. J'appuie bien sur le mot traditionnel. Également une poissonnerie produits locaux, un rayon primeur très large avec l'ensemble des produits locaux qu'on peut trouver effectivement, à savoir sur le saisonnier, et puis une grande gamme, à peu près 9 000, 10 000 articles de produits secs pour pouvoir justement satisfaire nos clientèles. Et maintenant, je reçois Gilles Morel, le responsable d'édition du Petit Futé, qui revient avec son édition 2023. Bonsoir, monsieur Morel. Bonsoir, Harold. Bonsoir à tous. Alors, le Petit Futé qui ne va pas effectivement sortir d'articles sur le groupe Auchan, par exemple, mais qui pourrait se retrouver en magasin. Absolument. Ils ont tout à fait le droit d'être dans le rayon librairie presse pour nous distribuer. Alors, le Petit Futé, tout le monde connaît. On sait que c'est un livre de référence, justement, des bonnes adresses ici en Guadeloupe. Qu'est-ce qui évolue dans l'édition 2023 ? Tout ce qui est nouveauté. Tout ce que les commerces qui bougent, les restaurants, les musées, tout ce qui... on le met à jour tous les ans. Ça fait la 26e édition Guadeloupe. Ça fait 24 ans que je m'en occupe. Donc, toutes les informations qu'on met à jour, les restaurants qui ouvrent, les hôtels qui ferment, malheureusement, il y en a. Les nouveaux gîtes, toutes les attractions, les activités nautiques, verts et montagnes, enfin tout ça, on essaye de référencer tout le monde. C'est vrai que le bouquin est assez complet, même très exhaustif, même on pourra dire. Mais toi qui es aux commandes depuis 24 ans maintenant, on a passé 2 années particulières, donc tu as dû voir justement les mouvements, les ouvertures, les fermetures de sociétés. Comment ça s'est passé ces 2 dernières années ? Ça a été compliqué. Il y en a qui ont réussi à prendre le virage et puis d'autres qui n'ont pas réussi et donc qui ont été obligés de mettre la clé sous la porte ou brader leur commerce pour le vendre parce qu'ils en avaient marre des confinements, ouverts, fermés, ouverts, les restrictions, enfin tout était un peu compliqué. Effectivement, on a eu 2 années compliquées. Alors pour le guide 23, il y a eu quand même une bonne dynamique. Et puis on voit bien dans les presses nationales que faut pas oublier qu'aujourd'hui nous sommes la 8e destination de métropole, devant l'île sœur de la Martinique est 10e. Donc c'est quand même un beau... La Guadeloupe est une belle destination et donc comme nous sommes très peu de guides, nous sommes bien placés. Est-ce que tu sens un bon redémarrage de l'activité ? Oui. Les gens ont le moral, puis on a du monde. J'habite Sainte-Anne, je prospecte à Saint-François, et là, c'est l'horreur. La circulation, c'est l'horreur. Enfin, l'horreur, c'est une bonne chose. Donc, une économie qui redémarre bien. Les enseignes qui s'appliquent de plus en plus, puisque tu dois les voir fréquemment, est-ce qu'ils s'appliquent de plus en plus ? Est-ce qu'ils montent en gamme ? Ah oui, absolument. Oui, on fait attention. Les commerces font vraiment attention à tout maintenant. Il y a 20 ans, on disait que la Guadeloupe, c'est une destination qui n'était pas aimable, qui n'était pas professionnelle. Et là, maintenant, c'est fini, ça. C'est fini. On prend tous les forums, les TripAdvisor, tous les forums du tourisme. Et là, on a vraiment des éloges. Bon, bien sûr, il y a toujours des endroits qui sortent du lot, mais il y a aussi des clients qui sortent du lot. Tout le monde n'est pas parfait. N'est-il pas ? Alors, certains établissements arrivent à obtenir des étoiles, j'ai vu. Comment fait-on pour obtenir 1, 2, 3 ou 4 étoiles ? On améliore le standing de l'établissement avec du personnel qualifié. On change le matériel, on rénove parce que que ce soit un hôtel, un restaurant ou d'un gîte, c'est des gens qui sont pas chez eux. Donc les gens abîment beaucoup plus. Donc, s'il n'y a pas de qualité dans le matériel au départ, donc ça s'abîme, donc les gens rachètent. Après, ils font passer les commissions et puis ils récupèrent les étoiles. Mais il y a un cahier, une charte. C'est pas fait comme ça. C'est pas parce qu'il y a un coup de peinture et puis que c'est beau qu'on a une 5e étoile. Demandez à la Toubana. Donc, tu es quand même assez dur dans ta sélection pour effectivement que... ça transparaisse bien dans le... C'est-à-dire, oui. Ce qu'on va dire vulgairement, les boui-boui, on les met pas.
Hein, ça c'est, on passe. Alors ça ne veut pas dire que si on n'est pas dans le petit futé, on est mauvais. Attention, hein, parce que moi je suis tout seul à m'en occuper. Bon, j'ai aussi les dépendances de Saint-Martin et Saint-Barth, donc je peux pas être tout le temps sur la Guadeloupe. Bon, vu mon ancienneté, les gens m'appellent, me disent tiens, il y a un nouvel établissement, c'est pas mal, ou autrement, bien, Pardon. Je suis allé dîner dans tel restaurant, c'était pas terrible, il y a eu ci, il y a eu ça. On me le dit une fois, on me le dit 2 fois. Bon, là, on l'enlève si toutefois il était dedans. Très bien. Alors, des hôtels qui ont fermé, beaucoup d'hôtels qui ont fermé ces dernières décennies, mais on a une nouvelle activité qui est en train d'exploser, on peut dire. Ce sont les gîteurs, finalement. Beaucoup de Guadeloupéens sont en train de créer des gîtes. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une trop grosse concurrence au niveau des gîtes? Est-ce qu'on n'en a pas trop qui émergent? Je pense qu'il y a déjà une trop grosse concurrence. Parce que comme fait la pub d'une chaîne de location, vous avez les enfants qui sont partis en vacances, pas en vacances, en études en métropole, louez vos chambres. Donc forcément tout ça, on va gagner 3-4 sous, mais il y a déjà trop de monde. Mais il y en a qui sortent du lot. D'accord. On peut avoir des petites adresses? Tes préférés. Il suffit d'aller consulter le Petit Futé sur le site internet petitfuté.com/Guadeloupe, hein, ou mieux aller le chercher dans les grandes surfaces. Alors Auchan, je sais pas, mais les Leclerc l'ont déjà, hein, ou les maisons de presse de la Guadeloupe. Alors le format papier que tu souhaites conserver? Parce que tu as une version numérique. On a une version numérique qui marche très bien, mais apparemment la direction ne veut pas arrêter la version papier et qui marche aussi très bien puisqu'on a encore rajouté des pages cette année. C'est vrai qu'une fois qu'on arrive là où il n'y a pas de réseau, c'est toujours bien d'avoir. C'est toujours bien d'avoir un support qui. Oui, mais on le télécharge sur les applications et on l'a sans réseau. Il est téléchargé en PDF, donc ça marche très bien. Nickel. Donc un Petit Futé que l'on peut trouver dans les grandes enseignes, les grandes surfaces, les maisons de presse, et le commander par internet sur la boutique petitfuté.com. Merci beaucoup Gilles Morel, je le rappelle, responsable d'édition du Petit Futé qui a sorti donc son édition 2023. Et on félicite maintenant les 17 étudiants de la 16e promotion de l'ESSEC qui sont récompensés par la CCI. Après 18 mois de formation, ils décrochent leur sésame et sont diplômés de cette grande école de commerce. Le reportage. C'est important pour nous aujourd'hui de marquer ce moment, que ce soit mémorable pour les récipiendaires, donc 17 qui se sont inscrits pour ce diplôme ESSEC Business School, qui ont réussi, 100% de taux de réussite, et nous voulions, nous, CCIJ, les mettre à l'honneur en ce jour. La remise de diplôme, alors c'est à la fois un aboutissement et un commencement. C'est un aboutissement parce que toute la partie académique est maintenant terminée. Ils ont bien travaillé, ils ont bien appris, ils ont rédigé un mémoire qui, dans la plupart des cas, porte sur une des problématiques de leur entreprise. Donc c'est un aboutissement. C'est la remise du diplôme, mais c'est aussi un commencement parce qu'il y a une nouvelle vie qui s'ouvre à eux, il y a des opportunités qui s'ouvrent à eux, et ils sont beaucoup plus armés maintenant pour identifier et saisir ces opportunités. C'est 18 mois de formation qu'ils ont parcouru avec un mémoire, des travaux et un mémoire à réaliser, accompagnés de toute une équipe professionnelle qui les emmène au bout de ce diplôme aujourd'hui et de cette réussite. Pour moi, ça s'est très bien passé. Au début, c'est vrai que j'avais un peu d'appréhension par rapport à comment ça allait se passer. Donc tout le monde connaît que l'ESSEC, c'est une école de haute qualité. Et puis, il y avait un peu d'appréhension au niveau du contenu de la formation, du coup. Mais après, une fois qu'on a fait la connaissance avec les différents intervenants, les différents collaborateurs et participants de la formation, ça s'est très bien passé. Une bonne entente entre tous les participants, donc même avec les professeurs. Les enjeux montent de plus en plus. Bon, là, on est sorti de la période Covid où on a été obligé de faire les cours en distanciel. Mais oui, les besoins, les attentes des entreprises, les problématiques des entreprises, que ce soit en Guadeloupe ou n'importe où ailleurs, se deviennent de plus en plus complexes. Il y a maintenant en plus le côté RSE qui devient de plus en plus prégnant. Et toutes ces nouvelles problématiques, on doit les intégrer dans les programmes, ce qui les complexifie en permanence. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Mais n'oubliez pas qu'à 20h, vous retrouvez Stanley Manicor pour le premier épisode d'Inside Mass pour cette saison carnavalesque 2023. Il débute avec le groupe Nation à Negmaron qui célèbre cette année ses 20 ans. Regardez.
2019, 2020 et finalement 2023. Après 2 années d'absence, on l'avoue, vous nous avez aussi manqué. Inside Mass est enfin de retour avec toujours la même mission pour Chris Kevin et moi, vous amener au cœur du carnaval de Guadeloupe. Et quoi de mieux pour se retrouver que de partir à la rencontre d'un groupe mythique qui fête cette année ses 20 ans, Nation à Nègre-Marron. On y va. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.